te calmes. Tu te calmes. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, nous allons aborder la mystérieuse question de l'origine de la vie. Une question tout à fait subsidiaire, mais qui rentre dans la grande catégorie des interrogations philosophiques humaines se rattachant à la question d'où venons-nous? Mais somme toute, qu'est-ce que la vie finalement? La vie s'est-elle développée d'elle-même sur Terre ou a-t-elle eu besoin de composés venus de l'espace? Comment est-on passé de simples molécules à de glorieux organismes vivants? C'est ce que nous allons voir dans ce deuxième épisode d'Histoire naturelle. Tardy, générique. Yes! Pour commencer, il faut savoir que la vie existe depuis très longtemps sur Terre. Les premiers fossiles avérés datent de 3,5 milliards d'années, mais les scientifiques pensent que la vie est apparue un petit peu avant, vers 4 milliards d'années. Ces premiers fossiles sont assez particuliers, ce sont les fameux stromatolites. Alors, les stromatolites ne sont pas à proprement parler des organismes, en fait ce sont plutôt des cailloux. Recommence pas, je vais m'énerver. Les stromatolites sont des roches construites par des organismes bactériens et organisées en couches successives. On sait donc qu'il y avait de la vie à cette période, même si on ne trouve pas d'organisme à proprement parler. C'est comme si vous trouviez une fourmilière vide. Ça prouve qu'il y avait des fourmis, même s'il n'y a pas de fourmis. Outre ces stromatolites, on trouve des traces de vie bactérienne dans des sédiments du Groenland datant de 3,8 milliards d'années. Et ce sont ces traces qui marquent le début d'une période toute particulière de notre planète, l'Archéen. Pour bien se repérer, on va faire une petite parenthèse échelle. Pour dater les événements survenus au cours de l'histoire de la Terre, les scientifiques utilisent l'échelle des temps géologiques. Et dans la question de l'origine et du développement de la vie, les périodes qui nous intéressent sont l'Archéen et le Protérozoïque. À elles deux, ces périodes recouvrent 3,3 milliards d'années, soit près des 3/4 de l'existence de notre planète. Si l'on reprend notre échelle d'une année pour l'âge de la Terre, l'Archéen commence le 5 mars et s'étend jusqu'au 11 juin, date à laquelle débute le Protérozoïque, qui s'achèvera le 18 novembre. À titre de comparaison, les grandes pyramides d'Égypte ont été construites il y a environ 30 secondes, soit au début de cette parenthèse. L'Archéen tire son nom du grec ancien archaïos, qui veut dire ancien. Le nom protérozoïque vient également du grec ancien, puisque protéro veut dire avant et zoon veut dire animal. C'est donc la période d'avant les animaux. Il se trouve qu'en fait les bestioles se sont développées avant la fin du protérozoïque, mais qu'on s'en est aperçu qu'après avoir donné le nom à cette période, et qu'on n'allait pas tout changer non plus. Bref, concernant le tout premier organisme vivant, il s'agit selon toute vraisemblance d'une vie bactérienne primitive. Mais au fait, on parle de la vie, mais en substance, la vie, c'est quoi? Moi je sais, je peux faire une parenthèse. Non, tu viens d'en faire une. C'est pas pareil, c'était les échelles de temps, c'est relou, ça intéresse personne. Bon, mais pas trop compliqué alors, parce que je te connais, t'es un passionné et que tu vas vite partir. La vie est généralement définie par ce qui naît, se reproduit et meurt. Mais chimiquement parlant, c'est un peu plus compliqué que ça. La vie est une combinaison de deux facteurs, l'existence de gènes, des structures chimiques qui permettent la préservation et la transmission de l'information génétique, et d'un métabolisme qui permet des échanges d'énergie et de matière avec l'environnement. Les gènes sont des fragments de grandes molécules organisées en chaînes, connues sous le nom d'ADN et d'ARN. Ces molécules sont elles-mêmes composées de 3 parties, un sucre, un phosphate et une base azotée. Ce sont les molécules élémentaires de la vie. Mais attention, ces 3 composés existent sur Terre et ailleurs, sans pour autant être synonymes de vie, puisqu'on en retrouve notamment sur les comètes et les météorites. Alors ? Tu es impressionné. T'as su garder ton calme. Mais je sais garder mon calme. Par exemple, j'aurais pu parler des bicouches lipidiques, des métabolismes anoxiques, des microtubules, du cytoplasme. Bref, grâce aux traces du Groenland, on sait aujourd'hui que la vie est apparue avant 3,8 milliards d'années. Mais ça ne nous dit pas comment elle s'est formée, et c'est pourtant le sujet qui nous intéresse. Dans la quête de l'origine de la vie, les scientifiques se sont historiquement divisés en 2 groupes. Ceux qui penchaient pour une origine exclusivement terrestre et ceux qui penchaient pour un apport incontournable venu de l'espace. Et c'est en 1953 que va arriver la première percée scientifique dans le domaine de la biogenèse. C'est comme ça qu'on appelle le passage de la chimie à la vie. À cette période, les scientifiques Stanley Miller et Harold Clayton Urey. Pour la petite info, Harold Clayton Urey, c'est le découvreur du deutérium, dont on a beaucoup parlé dans notre première vidéo sur l'origine de l'eau, vont mener une expérience qui donnera lieu à la toute première théorie de l'apparition de la vie sur Terre, la théorie de la soupe primordiale. La théorie de la soupe primordiale est donc basée sur l'expérience de Miller-Urey. Celle-ci est basée sur un modèle de fabrication des molécules organiques directement sur Terre, et ce sans intervention venue de l'espace.
L'idée est que vers 4 milliards d'années, les conditions de l'océan et de l'atmosphère terrestre auraient permis à certaines molécules de se former, et ce grâce au matériel disponible. À savoir principalement à cette époque de l'eau, du méthane, du gaz carbonique, du dihydrogène et de l'ammoniac. En 1953, Miller et Urey lancent donc leur expérience qui consiste à recréer en laboratoire un océan et une atmosphère qui correspondent à ceux de la Terre à l'époque, et d'envoyer une décharge électrique de temps en temps, histoire de voir ce que ça fait. Au bout de 7 jours, les deux scientifiques regardent donc ce qu'ils ont dans leur bocal océan, et là, incroyable, ils trouvent des molécules organiques. Et pas qu'un peu. Formaldéhyde, acide aminé, sucre, lipides, urée, il y en a pour tous les goûts. Eureka! Ôte-moi d'un doute, est-ce que tu viens de faire une blague pipi scientifique? Oh non, je n'aurais pas osé. Ok. Hein? Bref, l'expérience est un succès et la théorie de la soupe primordiale commence peu à peu à s'imposer. D'autant plus que cette expérience a été reproduite un grand nombre de fois et qu'à chaque fois ça marche, mais qu'en plus, en affinant la technique, on trouve de plus en plus de composés organiques. Selon cette théorie donc, à force de barboter dans cette soupe, les composés organiques seraient devenus de plus en plus complexes pour finalement donner des organismes vivants. Du coup, la théorie de la soupe primordiale, c'est la bonne, la seule, l'unique, la vraie? Eh bien, pas si sûr, car depuis l'expérience de Miller-Urey en 1953, les scientifiques ont analysé d'autres objets et ont retrouvé ces mêmes composés organiques, dans certaines météorites tout d'abord, et plus récemment, dans les comètes. Comme nous l'avons mentionné, il existe un autre courant de scientifiques qui pensent que les composés organiques ont été apportés depuis l'espace par des objets stellaires au moment du grand bombardement tardif. Quant à la complexité de ces composés, là, il y a deux écoles. D'un côté, l'école de l'exogenèse pense que la vie primitive s'est développée ailleurs et qu'elle a été apportée telle qu'elle par les comètes directement sur la Terre. C'est une théorie qui pose deux problèmes majeurs à la communauté scientifique. La première étant qu'elle n'explique pas vraiment l'apparition de la vie, est-ce qu'on tente de la faire naître ailleurs? Mais comment? Mystère. L'autre problème, c'est l'idée que des organismes vivants, outre leur survie hypothétique au sein d'une comète, aient pu survivre dans le vide sidéral pendant le voyage qui les aurait amenés jusqu'à la Terre, puis survivre à l'impact. Ça fait quand même pas mal d'obstacles à surmonter pour n'importe quel organisme. C'est assez irréaliste en effet. Tu me fatigues, Tardy, mais tu me fatigues. L'autre école, c'est celle de l'ensemencement cosmique, qui avance l'idée d'un apport de composés organiques simples par les comètes. Il faut dire que les découvertes successives dans ce domaine donnent à réfléchir. Pas plus tard qu'en avril dernier, des chercheurs français ont simulé l'évolution de la glace de comète et ont réussi à former du ribose. Pour savoir ce qu'est un ribose, je vais demander à Tardy de faire une petite parenthèse chimie. Les riboses sont des sucres particuliers qui entrent dans la composition de l'ARN. ARN qui veut d'ailleurs dire acide ribonucléique. Il est apparenté à l'ADN qui veut dire acide désoxyribonucléique. La principale différence entre les deux est que l'ARN est composé d'un seul brin, tandis que l'ADN est formé de deux brins liés entre eux, ce qui le rend chimiquement plus stable. Mais lequel des deux s'est formé en premier? La théorie la plus communément admise est celle du monde à ARN, autrement dit que l'ARN serait le précurseur de l'ADN. Néanmoins, l'ADN étant une molécule plus stable, et la sélection darwinienne faisant son travail, c'est elle qui s'est imposée sur la durée. Bref, ce ribose n'est que le dernier en date d'une longue liste de composés que l'on peut retrouver dans les comètes. Et malgré toutes les reproductions et ajustements de l'expérience de Miller-Urey, la création de ribose par la théorie de la soupe primordiale reste extrêmement compliquée, voire totalement impossible. Du coup, la théorie de l'ensemencement cosmique a beaucoup rattrapé son retard et est devenue aujourd'hui une véritable concurrente à la théorie de la soupe primordiale. Bon, les deux théories se confrontent un petit peu, mais en soi, elles sont pas complètement incompatibles non plus. Les différents composés organiques peuvent avoir des origines multiples et certains peuvent avoir été synthétisés sur Terre, d'autres dans les comètes, ou d'autres peut-être même dans les météorites. Comme pour l'origine de l'eau, difficile donc de trancher sur la proportion à accorder à chacun des différents acteurs. Quelle que soit l'origine de ces composés, ce qui est à peu près sûr, c'est que c'est dans les océans terrestres que se sont formées les premières cellules vivantes. Quoi qu'il en soit, reste à savoir maintenant comment sont apparus les premiers eucaryotes. Et les eucaryotes, c'est nous. Et les animaux, les plantes et les champignons. Parce que les bactéries, c'est marrant 2 minutes, mais c'est quand même vachement plus cool de savoir d'où nous venons nous.
Alors, à quel moment les organismes primitifs se sont-ils divisés pour donner les bactéries, les archées et les eucaryotes qui peupleront bientôt la Terre? C'est ce que nous allons voir, mais avant, pour éviter de s'emmêler les pinceaux avec les différents noms, on va faire une petite parenthèse classification. Ce qu'on appelle communément les bactéries ne forment pas un groupe homogène au sein de l'arbre du vivant et peuvent être divisés en plusieurs catégories. Leur nom scientifique est prokaryotes et sont caractérisés par leur absence de noyau, ce qui les différencie des eucaryotes qui comprend les animaux, les plantes et les champignons. Ces prokaryotes sont divisés en deux règnes. D'une part, les archées, découvertes en 1977, qui ont longtemps été considérées à tort comme de très anciennes bactéries, et les eubactéries d'autre part, qui sont par exemple responsables de certaines infections que nous contractons. Les prokaryotes sont absolument nécessaires dans la totalité des écosystèmes connus, y compris dans notre propre corps, puisqu'elles y sont 10 fois plus nombreuses que nos cellules à nous. Oui, votre corps comporte 10 fois plus de cellules bactériennes que de cellules humaines. Vers 3,8 milliards d'années apparaissent les cyanobactéries. Ce sont des eubactéries photosynthétiques qui s'organisent en colonies et forment ainsi des tapis bactériens. C'est-à-dire qu'elles prélèvent du dioxyde de carbone dans l'atmosphère, absorbent la lumière, produisent de l'énergie et rejettent de l'oxygène. Or, il se trouve que cet oxygène peut se retrouver piégé dans les roches grâce à plusieurs procédés très intéressants mais dont on ne parlera pas ici parce que ce serait un peu long. Et relou. Non, ce serait juste long. Non, ce serait relou. Comme à l'époque l'atmosphère est principalement composée de gaz carbonique, la vie est plutôt cool pour les cyanobactéries qui peuvent donc proliférer et barboter tranquillement dans leur océan. Ce calme apparent va durer pendant tout l'Archéen, période à laquelle l'ADN, plus stable que l'ARN, va se développer et commencer à s'imposer comme support principal de l'information génétique. C'est grâce à cette innovation que vont se développer les archées qui vont donc se développer aux côtés des eubactéries dans cette terre bactérienne paradisiaque. Mais toutes les bonnes choses ont une fin, et heureusement pour nous. Rappelons que les eubactéries et les archées sont des prokaryotes et qui sont à cette époque principalement photosynthétiques. L'oxygène rejeté par les cyanobactéries et les autres organismes va donc se retrouver stocké dans les roches. Sauf que cette capacité de stockage n'est pas infinie et qu'au bout d'1,5 milliard d'années, ça commence à faire beaucoup. Quand la capacité maximale est finalement atteinte vers 2,6 milliards d'années, l'oxygène commence à partir dans l'atmosphère où il va commencer à détruire le méthane, qui est un puissant gaz à effet de serre et qui contribue fortement à préserver un climat chaud sur la planète. Du coup, cet apport massif d'oxygène dans l'atmosphère va entraîner un refroidissement brutal du climat. Ce qui va provoquer la toute première crise écologique de notre histoire, la grande catastrophe de l'oxygène. Mais également la toute première ère glaciaire de notre planète, la glaciation huronienne. Alors la glaciation huronienne, franchement, c'est du lourd. Mais genre vraiment lourd. La dernière glaciation avec les mammouths et la banquise qui descend jusqu'en Europe, à côté c'est de la gnognotte. C'est comparer une légère brise de printemps avec un blizzard canadien. Tabernacle des Saints-Sacrés. Pendant la glaciation huronienne, c'est simple, toute la Terre est recouverte de glace. Sauf peut-être à l'équateur. En plus de cela, elle va durer 300 millions d'années. C'est la plus longue de toutes. À titre de comparaison, il y a 300 millions d'années, il n'y avait même pas encore de dinosaures sur Terre. Passé les 300 millions d'années de glaciation, la vie photosynthétique a survécu tant bien que mal, et ce malgré des conditions drastiques. Bref, au sortir de cette glaciation, la vie photosynthétique reprend de plus belle avec un petit nouveau dans l'équation, les eucaryotes. Ils seraient donc apparus entre 2 milliards et 1,6 milliard d'années, soit en plein milieu du protérozoïque. C'est cette glaciation qui, en anéantissant une partie de la vie sur Terre, aurait permis de faire un petit peu le ménage pour permettre l'apparition des eucaryotes. Il était une fois des petits prokaryotes qui barbotaient tranquillement dans l'eau. Oh là là, qu'est-ce qu'on est bien ici! Oui, on est tous heureux! C'est moi ou ça sent l'oxygène? Quand tout à coup, la glaciation est arrivée et les eucaryotes ont pu se développer. Et voilà les enfants, c'était l'histoire de la vie. Suite à ce réchauffement, la fonte des glaces va permettre d'apporter de nouvelles roches toutes propres dans les océans et ainsi de reprendre le stockage de l'oxygène. T'es terrible. Quoi? Mais même sur l'émission qui parle des origines de la vie, tu trouves le moyen de nous coller tes roches. Rien à voir, c'est juste que c'est intéressant, c'est tout. Tu sais ce que t'es? Quoi? T'es un monomaniaque des cailloux. N'importe quoi là, c'est juste que c'est important pour comprendre l'apparition des eucaryotes, c'est pour ça que j'en parle. Ouais, prends-moi pour un plat de menthe. La théorie la plus communément admise pour l'apparition des eucaryotes est celle de l'endosymbiose. Et pour bien comprendre ce que c'est, je vais demander à Tardy de faire une parenthèse biologie. L'endosymbiose, c'est quoi? À part un mot compliqué qui peut vous rapporter beaucoup de points au Scrabble.
D'après cette théorie, des bactéries auraient été ingérées par des cellules primitives et vivraient à l'intérieur d'elles en symbiose. Cette idée est devenue parfaitement plausible lorsque l'on a découvert dans les années 1950 et 1960 que les mitochondries et les plastes contenaient de l'ADN bactérien. Aujourd'hui, les dernières recherches amènent à penser que ces cellules primitives seraient des archées. Au cours de l'évolution de la vie, plusieurs endosymbioses successives ont permis à des cellules d'acquérir de nouvelles capacités jusqu'à aboutir aux cellules animales et végétales. Les premiers eucaryotes à apparaître sont des algues unicellulaires. Donc oui, nous descendons tous des algues. Ces algues seraient elles-mêmes issues d'une endosymbiose entre une archée et une bactérie. Par des endosymbioses successives, ces cellules auraient donc acquis un noyau, des mitochondries, des plastes et tout un tas d'autres organites. Ces archées et ces bactéries seraient elles-mêmes descendantes des premiers organismes apparus sur Terre vers 3,8 milliards d'années. Quoi qu'il en soit, nous descendons tous d'organismes apparus dans une soupe primordiale, vaste océan qui recouvrait la Terre à la fin de l'Adéen et au début de l'Archéen. Quant à savoir si les composés élémentaires de la vie sont apparus directement sur Terre ou sont venus via les comètes, seul l'avenir nous le dira. Comme pour la question de l'origine de l'eau, les recherches et les découvertes dans ce domaine sont particulièrement récentes et sont donc sujettes au changement au fur et à mesure de l'avancée des connaissances. Voilà, ce deuxième épisode d'Histoire naturelle est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager, à nous suivre sur les réseaux sociaux, mais surtout à vous abonner. Dites-nous dans les commentaires ce que vous avez aimé, ce que vous avez détesté ou ce qu'on doit garder. Bref, tout ce qui pourrait être bénéfique pour que cette chaîne soit la plus instructive, mais aussi la plus divertissante possible. En attendant, continuez à vous questionner et à chercher à découvrir les secrets de l'univers, il est assez vaste et il y en aura toujours pour tout le monde. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode où on va revenir un peu à la géologie et où on va parler de tectonique. Et je te préviens, si jamais tu danses, tu prends un coup de latte.